Bonjour à tous, c'est Julien et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière car Fuji m'a prêté ce X-T3 pour 2 semaines et j'avais envie de vous faire un retour dessus. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Il y a quelques semaines, je suis rentré en contact avec Fuji car même si je suis très content de mon GH5, je me demandais si passer sur un capteur plus grand type APS-C serait un gros plus pour moi. Le X-T3, même s'il a été remplacé depuis, a une très bonne réputation en vidéo et on va voir ensemble si cet appareil vaut toujours le coup pour 2021. A noter que Fuji m'a prêté ce X-T3 avec une optique prime, le 23 mm f1.4. Qui a aussi une très bonne réputation et que je vais pouvoir tester par la même occasion. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et Fuji n'est même pas du tout au courant que je réalise cette vidéo de retour sur le X-T3. A noter que je vais me consacrer uniquement à la partie vidéo du X-T3, donc désolé pour les photographes. De plus, j'ai remarqué lors de mon test que je comparais très régulièrement cet appareil à mon GH5, mon appareil de tous les jours, donc je pense que mon avis est légèrement biaisé par le fait que je possède le GH5 et sans doute votre ressenti à vous sera différent si vous êtes déjà habitué aux appareils Fuji ou si c'est votre premier boîtier. Alors commençons par les caractéristiques et la prise en main de ce X-T3. C'est comme je vous l'ai dit un appareil hybride en APS-C de 26 millions de pixels. Je ne vais pas vous développer toutes les caractéristiques car cela sera vite ennuyant. Vous trouverez celle-ci facilement sur le net, aussi bien sur le site de Fuji que sur un site marchand comme Miss Numérique par exemple. Parmi ses caractéristiques vidéo, le X-T3 est capable de filmer en 4K 60 fps, ce qui peut paraître une norme aujourd'hui, sauf que cet appareil est sorti il y a un peu plus de 3 ans maintenant, alors que des marques comme Sony le proposent depuis peu et sur des boîtiers bien plus haut de gamme, surtout en termes de tarifs. Après, une 4K n'est pas comparable forcément d'un boîtier à l'autre, mais je vais essayer de faire le parallèle entre la 4K du X-T3 et celle de mon GH5. Un des avantages notamment du X-T3 est sa faculté à filmer en 4K DCI, dit 4K cinéma. Tout d'abord, commençons par l'ergonomie du boîtier. L'ergonomie Fuji est particulière et se distingue vraiment des autres marques. Je trouve que c'est vraiment une ergonomie pensée pour la photo, avec par exemple ces roues de réglage pour gérer le shutter speed ou les ISO. Malheureusement, cette ergonomie n'est pas son avantage en vidéo. En effet, avoir une roue dédiée spécialement au shutter speed est quasiment inutile, sachant que la plupart du temps on préfère utiliser un shutter angle, rapport entre vitesse d'obturation et vitesse d'enregistrement. Donc une fois qu'on a réglé notre shutter speed, on y touche très rarement. C'est surtout que cette roue prend de la place. Et elle prend notamment la place d'une roue de menu par exemple, bien plus simple et bien plus pratique à appréhender comme sur un GH5. Toujours sur l'ergonomie, le positionnement du sélecteur focus manuel autofocus est sur le devant de l'appareil. Personnellement, je trouve cela peu pratique en mise en situation. Concernant la prise en main, elle est bonne, même si je trouve l'appareil un peu petit, surtout pour placer sa main droite. Le petit doigt ne trouve pas forcément sa place, et on est donc tenté d'acheter le grip compatible pour une meilleure prise en main de l'appareil. On verra plus tard qu'il y a aussi une autre très bonne raison d'investir dans ce grip. Toujours concernant l'ergonomie, habitué au menu complet mais intuitif de Panasonic, j'avoue être un peu perdu dans les menus Fuji, même après quelques jours de pratique. Pour être honnête avec vous, j'ai même regardé une vidéo YouTube pour savoir comment afficher l'histogramme sur l'écran. Donc je n'ai pas trouvé ça très facilement dans les menus par moi-même. En parlant de cet écran d'ailleurs, le côté tactile est réservé au focus et à certaines autres options. Mais il n'est pas possible d'utiliser le tactile pour la navigation dans les menus, ce qui n'arrange pas l'ergonomie de ces derniers. Le viseur électronique, quant à lui, même s'il n'a pas les meilleures caractéristiques du marché, est vraiment très agréable à utiliser, bien plus que celui de mon GH5. C'est vraiment un très bon point ce viseur électronique. A noter que ce boîtier est tropicalisé, ce qui est toujours un plus lors de vos sorties vidéo-photo, mais attention de prendre aussi une optique tropicalisée pour ainsi ne plus craindre les projections d'eau ou de poussière quand vous tournez à l'extérieur. On remarque sur le côté la présence du double slot de carte SD. C'est un gros point positif car il sort encore des appareils aujourd'hui dits pro qui ne comportent pas cette option. Le double slot permet par exemple de filmer en continu les 2 cartes à la suite pour augmenter la capacité de stockage sans coupure. Mais cela sert aussi pour faire une copie de vos plans en prestation. Ça vous arrivera forcément un jour, si vous travaillez avec des cartes SD, l'une flanchera en vous retrouvant alors avec des fichiers corrompus sur votre carte.
On est donc content dans ce cas-là d'avoir une carte SD clone directement enregistrée par le boîtier. Concernant la qualité de fabrication, je n'ai rien à lui reprocher, c'est propre, des matériaux vraiment de qualité, les ajustements des molettes sont très bons, on a en main un boîtier qui respire vraiment la qualité Fuji. Je voudrais revenir encore une fois sur l'écran et son ergonomie. J'ai déjà dit qu'il n'était pas tactile dans le menu, et il a pour moi encore un autre défaut, c'est de ne pas basculer comme sur un GH5. Alors non, ce n'est pas utile que pour ceux qui veulent vlogger, mais par exemple pour réaliser des prises de vue sous certains angles c'est pratique, et surtout l'écran rotatif permet une chose très simple mais très importante à mes yeux, protéger l'écran de son appareil dans les transports par exemple. Petit aparté sur la sortie HDMI qui est en fait une mini HDMI, c'est dommage pour le côté fragile de cette sortie. Passons maintenant à la partie vidéo et commençons cela par revenir sur la 4K. En effet, il faut noter qu'à 4K 60 fps, il y a un crop dans le capteur. Votre focale en est réduite avec un facteur de 1.18. Alors c'est dommage, mais bien loin d'être aussi handicapant que sur un Canon ESR par exemple. Concernant l'enregistrement 4K à 60 fps, il est possible que pendant 20 minutes, tandis que la durée maximale est désormais de 30 minutes pour les autres modes, avec le firmware installé sur mon XT3. En comparaison, sur le GH5, je n'ai aucune limite de temps d'enregistrement, ce qui est très pratique quand vous enregistrez par exemple une vidéo telle que celle-ci où vous ne savez pas exactement combien de temps ça va durer, ou si vous enregistrez un concert, une pièce de théâtre, ainsi de suite. Autre point, on va pouvoir le comparer avec le GH5, c'est l'autofocus. L'autofocus en vidéo sur le Fuji X-T3 est vraiment de bonne facture. Le suivi des visages se fait assez bien, même en faible luminosité. Alors oui, je trouve ça d'autant plus impressionnant car je compare, comme je vous l'ai dit, avec le GH5 qui de ce côté-là fait moins bien. Petite parenthèse d'ailleurs, l'autofocus du GH5 n'est pas catastrophique comme certains qui ne l'ont jamais sans doute essayé aiment le dire. Il a des défauts mais il est parfaitement utilisable. Revenons au XT3. On peut donc facilement lui faire confiance pour gérer la mise au point, même avec des profondeurs de champ très réduites comme à f1.4. Parlons maintenant de l'image. Il faut savoir que le XT3 intègre le profil d'image F-Log qui est vraiment d'excellente qualité et même supérieur au V-Log de Panasonic à mon goût. Le profil flat recueille beaucoup d'informations dans les hautes et basses lumières et cela facilite grandement le travail en post-production. Un vrai bon point. En fait, c'est vraiment le gros point fort du XT3 qu'on va aborder maintenant, c'est la qualité générale de l'image en sortie de boîtier. C'est impressionnant de détails et de rendu. L'optique 23mm f1.4 doit aussi être pour beaucoup, mais tout de même, avec mon GH5, je suis quasiment obligé de shooter toujours en Vlog pour obtenir une image propre en post-prod. Avec le XT3, l'image en sortie de boîtier est tout de suite exploitable. C'est impressionnant, mais aussi ultra pratique pour des projets un peu juste en timing. En vidéo comme en photo, plusieurs profils d'image sont disponibles, et Fuji mérite sa bonne réputation sur la qualité de ceux-ci. J'apporterai une mention spéciale pour le profil Chrome classique, cher à Fuji, que j'aime beaucoup au niveau du rendu directement en sortie de boîtier. Malheureusement, on va maintenant attaquer le plus gros point noir de cet appareil, et qui, pour mon utilisation personnelle est rédhibitoire, l'absence de stabilisation mécanique au niveau du capteur. Je le répète en prévision de certains commentaires, je parle uniquement pour mon utilisation. J'ai besoin de pouvoir compter sur une stabilisation efficace pour certains de mes tournages run and gun, où je n'ai pas la possibilité ou le temps d'utiliser un gimbal ou un trépied. Le GH5 est idéal pour moi sur ce point, surtout couplé à des optiques stabilisées. Le XT3 à main levée est assez difficile à stabiliser, même si on peut compenser cela avec la technique des 3 points de stabilisation avec une sangle photo comme je vous ai déjà parlé. Cela reste un handicap majeur pour moi et qui permet d'en conclure que cet appareil n'est pas fait pour moi. Je sais que la stabilisation a été ajoutée au XT4, donc à voir dans les prochains mois. Concernant l'autonomie, j'avais été prévenu en amont et c'est vrai qu'elle est assez faible. En 4K DCI, je ne dépasse pas les 30 minutes d'autonomie avec une seule batterie. C'est vraiment trop court. Je vous disais plus tôt dans cette vidéo que le grip Fuji en option améliorait la prise en main, mais il permet aussi d'améliorer l'autonomie en y incluant 2 batteries supplémentaires. A noter qu'on peut charger le X3 pendant une prise de vue grâce à la connectique USB-C. C'est un vrai plus très pratique qui vient combler un peu ce problème d'autonomie. D'ailleurs, cette fonction manque vraiment en GH5, donc un très gros point positif pour l'XT3. Passons maintenant à la conclusion de ce test. Alors le Fuji est-il un bon appareil vidéo pour 2021 ? La réponse est clairement oui, mais pas pour tout le monde et notamment pour moi. Commençons tout d'abord par les points positifs. La qualité de fabrication, comme je l'ai dit, du XT3 est vraiment sans reproche. On a un appareil solide dans lequel on a confiance et c'est vraiment un bon point.
Deuxième bon point, forcément, c'est l'autofocus en vidéo qui fonctionne très bien, on peut y faire confiance, il est réactif, pas trop brusque, pas d'effet de pompage comme on peut parfois avoir sur les appareils Panasonic, donc voilà. Un très bon point pour ceux qui préfèrent shooter avec l'autofocus. Autre bon point, comme je vous l'ai dit juste précédemment, la qualité d'image, que ce soit avec le profil F-Log vraiment excellent pour la post-production, ou directement en sortie de boîtier avec un des profils d'image. Le capteur du X-T3 nous délivre une 4K belle et détaillée. Je vois la différence en comparant avec mon GH5. On a donc là le vrai avantage d'un capteur APS-C couplé au traité de Fuji, une vraie réussite. Passons maintenant au point négatif. Je le précise encore une fois, ce n'est que par rapport à mon utilisation, cela sera peut-être différent pour vous. Tout d'abord, en point négatif, je parlerai de l'ergonomie du boîtier. Avec une prise en main un peu juste au niveau de la taille du boîtier, mais surtout une ergonomie de bouton plus favorable à la photo qu'à les vidéos, ainsi qu'une ergonomie à revoir pour moi au niveau des menus, surtout quand on vient du monde de Panasonic. Et enfin, le dernier gros point négatif, je vous en ai parlé aussi juste avant, c'est l'absence de stabilisation mécanique du capteur. Pour mon utilisation personnelle, c'est un point sur lequel je ne peux pas faire de sacrifice pour le moment. La stabilisation mécanique d'un capteur peut vous sauver un plan, mais aussi alléger le matériel emmené sur certains tournages. Alors bien sûr, on peut se dire qu'on peut utiliser des optiques stabilisées. En fait, ça dépend de votre utilisation, mais moi, en ce moment, j'aime bien investir dans des optiques type cinéma, et celles-ci donc ne sont pas stabilisées, donc j'aime bien pouvoir compter sur la stabilisation mécanique de mon capteur pour ce genre de plan. Après, pour votre utilisation, peut-être que vous n'avez pas besoin de stabilisation, c'est à vous de définir vos besoins avant de savoir si un boîtier est bon pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo test du Fuji X-T3. Si vous avez la moindre remarque ou question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très bientôt.